Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire Grand Est. Donc, je suis Virginie Velu, présidente du Conseil régional de l'Ordre de Champagne. Je remercie Valérie Creusot-Rivière, présidente du Conseil régional de Lorraine, et Christian Berthold, président du Conseil régional d'Alsace, d'avoir accepté de se joindre à moi pour l'organisation de cette réunion. Donc, c'est une première pour nous, ce webinaire Grand Est. Donc, on va vous demander votre indulgence sur peut-être le petit cafouillage d'organisation, mais c'était important pour nous d'organiser cette réunion sur ce format régional. D'autant que nous venons tous de vivre une période totalement incroyable sur le plan sanitaire, en tout premier lieu, mais également et par ricochet sur le plan économique. Dans ces circonstances, nous avons souhaité vous proposer 4 tables rondes destinées à faire le point sur les dispositifs en cours relatifs aux mesures prises pour répondre à cette crise sanitaire. Et la dimension régionale de ce webinaire va nous permettre d'évoquer également les dispositifs et problématiques spécifiques à la région Grand Est. Donc, durant cette heure et demie, nous allons passer ensemble chacune des thématiques qui sera abordée durant une vingtaine de minutes avec nos intervenants, chacun spécialiste dans ce domaine. Ils pourront à cette occasion répondre aux questions que vous leur avez préalablement posées, mais également à celles que vous souhaiteriez poser tout au long de ce webinaire par le biais du chat de cette application. Lors de chaque table ronde, j'aurai l'occasion de vous présenter les intervenants présents à cette manifestation, que je remercie tous pour leur disponibilité compte tenu de leurs agendas à toutes et à tous très chargés. Donc, merci à vous de votre présence. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette première thématique qui va traiter d'un sujet ô combien difficile, qui a été vécu difficilement par chacun d'entre nous, qui est l'activité partielle. Donc, je vais passer la parole à Valérie Creusot-Rivière qui va animer cette thématique avec un intervenant de qualité, puisque nous avons la chance d'avoir Claude Balland de la Directe Grand Est en charge du service des mutations économiques. Donc, vous disposez l'un et l'autre, malheureusement, d'un créneau qui sera limité à 20 minutes pour la réponse à toutes ces questions. Et je serai le maître du temps et je vous couperai si toutefois vous dépassiez le temps qui vous est imparti. Donc, Valérie, je te laisse la parole, ainsi que Claude Balland. Merci Virginie de ce passage de parole. Nous allons essayer d'en faire un bon usage. Donc moi, je remercie effectivement aussi Claude Balland, mais je remercie également toute la directe. Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a des crispations de voix. De temps en temps, de manière hachée. Sinon, je peux mettre aussi du son différemment. Non, mais tout va bien, tout va bien. Virginie, nous sommes en mode apprentissage. C'est mieux comme ça? Oui? Tout à fait. Ok. Alors, donc moi j'en profite aussi pour remercier la Directe parce que tout au long de cette crise sanitaire, on a quand même construit des dispositifs dans l'urgence. Il a fallu s'adapter à tous les niveaux et on a réussi à organiser chaque semaine, et voire au départ même, c'était chaque jour, des échanges pour la mise en route de l'activité partielle. Alors c'est vrai que le démarrage a été bien compliqué, parce que les serveurs ont été saturés, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à traiter un nombre de demandes aussi important. J'ai le souvenir que dans les 15 premiers jours, on nous disait qu'annuellement, dans le 54, on traitait 200 demandes et qu'en 15 jours, on en avait traité 2000. Alors, je vous laisse imaginer au niveau national ce que ça a pu donner. Donc, on a eu des échanges tous les jours avec les confrères, avec les élus. On a essayé de régler toutes ces difficultés au fil de l'eau avec la Directe et ça a été un gros travail. Alors, difficultés techniques, mais difficultés aussi d'application. Alors, pour nous tous, pour nos producteurs de paye, pour lesquels ça n'a pas été facile, parce que, et encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque les nouveautés, elles arrivent chaque mois, on va en reparler. Comment appliquer les textes,
Alors, il y a le Code du travail d'un côté, il y a un dispositif qui a été mis en place un peu particulier, puisqu'en fait, on est dans un dispositif d'activité partielle, de chômage partiel, un peu dérogatoire, adapté donc à cette crise sanitaire. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le détail des questions qui se posent, Monsieur Balland, ce que je vais vous demander, c'est de nous rappeler là où on en est. Donc, rapidement, on ne va pas refaire tout le dispositif que les uns et les autres connaissent, pour plutôt s'attacher aux difficultés, aux clients, aux questions que les confrères peuvent se poser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Et puis ensuite, on embrayera sur ce qui reste à venir à partir du 1er juin. Je vous donne la parole. Merci Madame Creusot. Je ne sais pas si vous m'entendez. Normalement, je n'ai pas entendu la totalité de ce que vous me disiez, mais j'ai bien compris que vous me donniez la parole. Moi aussi, je voudrais vous remercier pour l'excellente collaboration qu'on a nouée depuis le début de la crise où vous l'avez dit, donc je ne vais pas m'y étendre, le gouvernement a mis en place un dispositif sans précédent pour assurer et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés et éviter les licenciements. Donc le dispositif a connu plusieurs états successifs d'évolution depuis le vote de la loi d'urgence et la publication d'une série d'ordonnances et à leur suite de décrets. Il en est encore prévu, puisqu'un projet de loi Urgence 2 est en cours d'adoption en ce moment à l'Assemblée et qu'il est prévu, vous le savez, entre le 7 et le 8 juin, la publication d'un prochain d'ordonnances et de décrets qui vont notamment préciser un certain nombre de sujets que vous attendez tous depuis les annonces qu'on a entendues d'évolution de l'indemnisation de l'activité partielle à partir du 1er juin. Ce qui a changé également à partir du 11 mai, c'est qu'on a commencé à déconfiner. Alors, vous le savez peut-être pas, mais sur d'autres versants, avec le concours des branches, avec le concours également de l'ensemble de nos partenaires et également du Conseil régional, je tenais aussi à le saluer devant Madame Mérabé. Avec d'autres vice-présidentes, nous sommes en lien sur le champ des compétences et je sais qu'on participe plus ou moins aux mêmes travaux dans le cadre d'un think tank de réflexion sur les plans de reprise qu'on va pouvoir soutenir ensemble dans le contexte complètement inouï qu'on est en train de traverser. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est entre le 7 et le 8 juin, donc, on attend le décret qui devrait paraître. Donc, un certain nombre d'autres adaptations normatives vont intervenir, soit à vocation temporaire, soit à vocation codifiée. Rapidement, je vais vous les citer rapidement, pour sécuriser notamment au titre des mesures codifiées le fait que seules les entreprises d'au moins 50 salariés auront l'obligation, lorsqu'elles sollicitent le concours de l'activité partielle, de consulter leur conseil social et économique, par exemple. Sur la possibilité également pour l'administration de refuser une nouvelle demande d'activité partielle, lors même qu'une première aurait été acceptée. Sur la possibilité pour l'agence de services et de paiement qui gère l'activité partielle de verser l'indemnisation à un tiers, ce qu'on a pu rencontrer, ce qu'on rencontrera malheureusement dans la période de plus en plus en se tournant. On l'a fait avec vous, experts comptables, lorsqu'on a été confronté à l'indemnisation de l'activité partielle accordée à des firmes étrangères qui ne disposent pas d'établissement en France et qui ne disposent pas non plus d'un relevé d'identité bancaire auprès d'une banque française. Donc on avait à un moment donné évoqué la possibilité de verser à des experts comptables. On pourra aussi dans les temps qui viennent évoquer la possibilité d'utiliser le versement à des mandataires de justice dans la situation, dans le contexte de difficultés que traversent les entreprises, ou directement, lorsque l'AGS en tout cas accepte de faire l'avance des salaires. Et aussi seront codifiées la possibilité désormais de produire plusieurs demandes d'indemnisation et de procéder, là aussi dans le contexte de la prévention des difficultés des entreprises, de procéder à un versement à une entreprise en cours de mois et non pas après qu'elle ait avancé les salaires,
comme c'est aujourd'hui le cas. Au titre des mesures transitoires, on trouvera également dans ce décret le fait que dans le cas d'entreprises multisites, pour plus de 50 établissements, une entreprise aura la possibilité de faire une seule et même demande d'autorisation d'activité partielle ou une seule et même demande d'indemnisation au choix de l'entreprise, c'est-à-dire pas nécessairement dans le département du siège social. Et le contrôle sera laissé au préfet, donc par délégation au service de l'État, de chaque département, siège d'un des établissements concernés, bien sûr. Au titre des mesures, là aussi transitoires, qui ne vaudront que jusqu'à l'extinction de la loi d'urgence, la première qui avait été prise dans le contexte de l'épidémie, on va trouver également le fait que le salaire de référence pour les salariés au forfait ou en horaire d'équivalence conduit à intégrer les heures supplémentaires dans le calcul du taux d'indemnisation. Je sais que ça répond partiellement aussi à des questions que vous pouvez vous poser. Et enfin, on va trouver la possibilité d'une tolérance laissée à l'administration pour les entreprises qui auront bénéficié du dispositif d'activité partielle pour des heures supplémentaires occasionnelles et par erreur déclarées au moment de l'indemnisation. Voilà. Et dans ces cas-là, on ne procédera pas au recouvrement lorsqu'une erreur du calcul du taux aura été faite. Voilà, voilà. Alors, ceci ça, pour faire le lien. Allez-y, allez-y. Ceci peut-être pour faire le lien avec le second point qui pouvait être intéressant et important de vous signaler, puisque depuis le 11 mai, avec le déconfinement, on a eu des informations sur l'évolution du dispositif et donc l'annonce de ces prochains cadrages normatifs. Mais également, vous avez entendu dire qu'un plan de contrôle est mis en œuvre pour traquer les fraudes à l'activité partielle qui auraient eu lieu pendant le recours, pendant la période de confinement et au moment du recours massif au dispositif. Madame Creusot, je vous ai interrompu. C'était une des questions, justement, j'allais dire, on va aborder aussi après la question du contrôle, puisqu'on vient de savoir que les contrôles venaient de démarrer. Et d'ailleurs, je pense que les uns et les autres, vous avez déjà dû recevoir des demandes. Hein. Alors, ce que la Directe nous disait, c'est que souvent, les experts comptables ont donné leur numéro de... Enfin, c'est eux qui ont accompagné leurs clients dans les dispositifs. Donc, c'est eux aussi qui vont être sollicités dans le cadre des demandes de contrôle. Donc, on va demander... beaucoup d'administratifs, entre guillemets, hein, puisque c'est les bulletins de salaire, des conventions de forfait. Donc ça, il s'agira de pouvoir répondre à ça, en sachant que la campagne, elle va durer jusqu'à fin août, et que durant cette campagne, donc l'idée, c'est effectivement de voir quelles sont les anomalies qu'on a pu rencontrer, quelles sont les fraudes éventuelles aussi, hein, puisqu'il peut en exister également. Et donc, il y a quelques entreprises cibles enfin, en tout cas, alors, vous allez peut-être préciser les choses par rapport aux entreprises cibles. Je vous laisse peut-être... Tout à fait. Il y a plusieurs situations de fraude qu'on va chercher à détecter, évidemment avec des conséquences différentes en fonction de la nature de l'erreur et d'ailleurs du fait que ce soit une erreur plutôt qu'une fraude. Hein. On est plutôt dans le cadre de ce plan de contrôle, vous l'avez dit, jusqu'à fin août, dans la traque aux fraudes, mais bien évidemment dans le contexte où le dispositif a vécu des ajustements successifs à partir du 15 mars, à partir du 12 mars, hein, dans les faits, on va rencontrer un certain nombre d'erreurs ou d'incorrections dans les renseignements, essentiellement des demandes d'indemnisation qui auront été faites totalement de bonne foi de la part des employeurs et leurs mandants, à savoir les experts comptables. Donc, d'une part, je peux vous dire qu'on restera très en lien avec les 3 ordres des experts comptables pour échanger régulièrement sur la façon dont se déroule le contrôle, sur les erreurs qu'on repère, sur les messages qu'on voudra faire passer aussi, parce que nos relations ont permis de faire passer un certain nombre de messages très rapidement, beaucoup plus rapidement, et pour le bien commun, hein, la résolution rapide des différentes difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc on continuera de procéder comme ça aussi sur les cas qu'on va détecter qui procèdent plus d'erreurs systémiques
dans le renseignement des demandes d'indemnisation, ne serait-ce que pour faire procéder là aussi de manière préventive à un contrôle, y compris par les experts comptables eux-mêmes, de ce qui aurait été rempli pour permettre de régulariser lorsque les régularisations seront demandées et nécessaires. Mais bien évidemment, les cas de fraude ne se limitent pas, qu'on va chercher à traquer, ne se limitent pas à des erreurs qui auront été commises au moment du remplissage des demandes d'indemnisation. Il s'agit par exemple de situations où les salariés ont été maintenus en travail effectif alors même que le recours au dispositif aura été, lui, demandé et jusqu'à la demande d'indemnisation. Tant qu'on n'a pas de demande d'indemnisation, on ne va pas poursuivre. Évidemment, une fois qu'elle est produite, là, il peut y avoir un problème. Pour les salariés qui étaient également placés en arrêt de travail ou en garde d'enfants et pour lesquels on aurait sollicité symétriquement le bénéfice de l'activité partielle, là aussi, par croisement des fichiers, il est très probable qu'on procède à la détection de fraude sur un autre plan, donc sur un autre plan que celui strictement du contrôle de la base extranet et de la façon dont elle a été renseignée. Voilà, mais pour l'essentiel en tout cas des erreurs qui auraient été commises, on est en train de procéder à la formation massive, on va le dire, des collègues au sein de la directe, donc aussi bien les effectifs emploi qui sont en charge de l'activité partielle dans les départements que les effectifs de l'inspection du travail, pour que chacun comprenne bien le contexte dans lequel ça a été fait et prenne bien acte aussi de l'évolution progressive du dispositif et des conditions, des modalités dans lesquelles des erreurs auront pu être commises. Tout ça, évidemment, pour proportionner la poursuite ensuite et faire montre de suffisamment de clémence lorsque l'erreur sera de bonne foi. Je vois que le temps passe vite, donc je vais essayer d'aller vite, mais effectivement, on a bien noté dès le départ que le dispositif ayant été construit dans l'urgence, les services de paye n'ont pas pu appliquer, et d'ailleurs il reste encore des erreurs, les logiciels n'ont pas permis en rythme de croisière d'appliquer toutes les choses de la même manière. J'ai vu dans le projet de décret qu'effectivement il y allait avoir une souplesse et que l'idée c'est quand même aussi de sécuriser le dispositif, hein. Donc, les questions qu'on s'était posées tout au départ de l'éligibilité à l'activité partielle, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont demandé, puisqu'il y a 87 000 entreprises dans le Grand Est qui ont fait la demande de l'activité partielle. Donc, ça va être du bon sens à un moment donné, dans le cadre des contrôles aussi, hein. Donc là, sans aller plus dans le détail, les questions qu'on se pose aussi… C'est pour ça que je vous dis qu'on essaiera d'échanger régulièrement avec vous aussi en point d'étape sur ce qu'on observe pour vous le restituer de manière à ce que vous-même vous puissiez revenir vers la base, vers l'ensemble de vos adhérents. Les questions que j'évoquais aussi avec vous, c'était à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. Donc il y a une foire aux questions, hein, sur l'activité partielle. Donc il y a la position de la directe, du ministère, donc sur tous ces sujets de taux horaires, de questions de forfait, de questions d'heures supplémentaires, structurelles, etc. On s'est posé beaucoup de questions en rythme de croisière. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez par ailleurs? Oui. Oui, par intermittence. On s'est posé des questions d'application sur les questions d'heures complémentaires, de forfait, d'application des textes. Alors, il y a l'interprétation qui a été faite dans le cadre des forfaits, dans des foires aux questions. Mais de temps en temps, on se pose des questions aussi par rapport au Code du travail. Et on voit aujourd'hui que certains avocats en droit social peuvent adopter des positions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'a adoptées l'Ordre des experts comptables et les juristes avec lesquels on a été en échange. Donc nous, il va falloir, au moment des contrôles, qu'on explique aussi à nos clients pourquoi on a pris telle position alors que finalement, un avocat va peut-être avoir une autre position. Donc ça, c'est des échanges aussi qu'on aura avec la directe dans le cadre des contrôles. Totalement, totalement. Et je vous propose d'ailleurs de ne pas forcément chercher à répondre oralement aujourd'hui à la question technique à laquelle vous faites référence
très directement, mais plutôt de chercher à y répondre par écrit. Je pense que, vous l'avez évoqué, les recadrages et les évolutions successives d'interprétation ont fait l'objet, de la part de l'administration centrale en concertation avec l'ensemble de ses services régionaux, de précisions dans le cadre de questions-réponses qui se trouvent disponibles sur le site du ministère et qui fait vraiment, qui devient progressivement la référence que vous devez utiliser, en tout cas lorsque vous vous posez des questions. Ok. Si je prends les questions qu'on nous a posées, hein, concernant ce qui va se passer à partir du mois de juin, alors on échangeait tout à l'heure avec Monsieur Balland, malheureusement pour l'instant, on sait comment les choses vont être traitées, mais pas techniquement. Donc là, les décrets vont donner des réponses. Voilà. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. À partir du 11 mai, on a déconfiné. Oui, mais pas tous les secteurs. Le taux indemnitaire et l'indemnisation de l'activité partielle a évolué avec un reste à charge désormais à l'employeur dans les secteurs qui ne sont pas visés par une décision administrative d'arrêt au titre des ordonnances. Voilà, sauf qu'on ne connaît pas encore, c'est en discussion et ce sera précisé à partir de cette fin de semaine, mais vraisemblablement après le vote de la loi d'urgence numéro 2, on ne connaît pas précisément les secteurs et les conditions dans lesquelles ces nouvelles dispositions d'indemnisation seront appliquées. De la même manière, il reste plusieurs questions qui sont... enfin, juste sur l'exemple précédent, je vais prendre un exemple concret, ça va être plus simple. Aujourd'hui, le secteur de la restauration est fermé, on n'a pas repris. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des activités qui sont dépendantes à un degré plus ou moins majoritaire de ces activités, en livraison de produits primaires, par exemple. Est-ce que ces activités-là, elles-mêmes, pourront continuer à recourir à l'activité partielle à un taux de 100% couvert de ce qu'eux-mêmes doivent indemniser leurs salariés, ou est-ce qu'ils vont devoir se voir appliquer le taux de couverture de 85%, comme le prévoit l'évolution décidée par le gouvernement. Ensuite, il y a le sujet du basculement en activité partielle des salariés placés en arrêt maladie dérogatoire pour garde d'enfants, dont on a nous aussi demandé au ministère, dont on est en attente auprès du ministère, de ce que ça emporte comme modalité pour le salarié. Normalement, le salarié n'aura aucune démarche à entreprendre, sauf que il a pu être compris qu'il faudrait produire une attestation de l'établissement scolaire de l'enfant ou de la modalité de garde périscolaire utilisée par les parents, que la structure est dans l'incapacité d'accueillir l'enfant ou les enfants. Voilà. Est-ce que ça va se faire sous cette forme-là, donc sur une attestation produite par l'établissement, ou est-ce que le salarié sera simplement dans une logique de transmission à son employeur d'une attestation de nécessité de garde d'enfant? Est-ce que par ailleurs, les salariés continueront d'être indemnisés au même taux? Est-ce que pour l'employeur concerné par ces salariés-là, il va se voir appliquer les nouvelles dispositions financières que j'évoquais tout de suite, ou est-ce qu'on va rester sur un régime d'indemnisation à 100%? Voilà, enfin, pour quelques-unes des questions qui se posent encore et qu'on vous précisera, indépendamment de ce qui sera précisé par le niveau national dans les jours qui viennent. Alors juste pour conclure, parce qu'on a encore Valérie, des questions. je ne te laisse plus de temps de parole, Valérie, car tu as outrepassé le temps qui t'était accordé. Juste en une phrase, c'est juste, j'ai une ou deux questions. On pourra répondre par ailleurs, parce qu'effectivement, on me pose la question des activités mixtes, de la restauration, du BTP. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui et on reviendra vers les confrères pour apporter des réponses circonstanciées par nous après le webinaire. Je suis désolée, je vous redonne la parole. Et dès qu'on aura les précisions gouvernementales. Oui, merci, mais c'est un thème qui est vraiment très complexe et qui a suscité beaucoup de débats et de questions et qui en suscite encore, et il faudrait y passer
beaucoup plus de temps que ce que l'on vient de faire là, mais en tout cas, merci pour cette intervention.